Bonjour chers amis et fidèles spectateurs, et bienvenue à notre émission. Eh bien, le sujet d'aujourd'hui est très simple, en raison du fait que nous avons depuis longtemps oublié nos propres développements, des développements formatés normaux, qui sont réalisés à un niveau assez élevé, qui ont été développés avec soin et attention aux détails, et qui ont été utilisés dans divers contextes pour améliorer notre compréhension et notre efficacité. Parce que Staline n'est plus là, Beria n'est plus là, le projet atomique s'est réalisé, la cosmonautique s'est réalisée. Les centrales nucléaires, eh bien celles qui ont certainement créé le prestige de l'Union soviétique, ont été réalisées. Ensuite sont venues les nouvelles créations Tchoubaï-Satina, Tchoubaïssi, Gaïdarouche, enfin, les jeunes réformateurs qui ont dit « Pourquoi nous en soucier? Nous avons assez de matières premières et nous allons tout vendre et acheter tout ce dont nous avons besoin en échange. » Et tout cela a été détruit. Et maintenant ils s'étonnent, sans mentionner que l'Union soviétique ne fabriquait que des bottes en caoutchouc. Bien que je vois qu'en termes de robotisation, l'Union soviétique était en deuxième position après le Japon, mais on n'en parle pas. Les Américains, lorsqu'ils ont capturé le MiG-25, ont seulement alors découvert que nous avions des robots de soudage qui commencent à souder le longeron central à un point et le terminent à un autre. Ils n'en avaient aucune idée, et bien d'autres choses encore. Et de tels projets étaient créés, ce qu'on appelait autrefois une charaga. Qu'est-ce qu'une charaga? Mais à cette époque, beaucoup de dénonciations étaient écrites, vraiment beaucoup. Staline a même écrit sur la résolution de Khrouchtchev « Calme-toi, imbécile », car cela devenait impossible d'aller plus loin. Les scientifiques pouvaient faire quelque chose, les ingénieurs aussi, et pour eux, des conditions spéciales ont été créées, où ni les maîtresses, ni les envieux, personne ne les dérangeait. Pourquoi? On disait « Tu veux l'emprisonner, mais il est déjà en prison, et toi à côté, ou aller plus loin. » Et il travaillait tranquillement. Pendant la guerre, il concevait un nouveau type d'avion en 3 mois. C'était le BTEI, le Bureau de conception et de technologie de projet, grâce auquel nous avions ce que nous avions, un potentiel extrêmement élevé. Ensuite, nous avons tout oublié, et pendant des décennies, nous avons vendu les entrailles de la patrie et importé quelque chose comme des Snickers, Bounty, Mars. Eh bien, tout ce qui était nécessaire ou non. Ensuite, une autre étape a commencé. Toutes les technologies qui avaient déjà été exploitées, amorties, et dont toutes les marges bénéficiaires avaient été extraites, ont afflué ici, et là-bas, elles étaient presque déficitaires. Ils ont été poussés ici. Le transfert de technologie. C'est pourquoi des usines ont été construites pour innover. On a importé des équipements et des processus technologiques de l'Ouest. Oui, sous Staline, on importait des équipements, on apportait des technologies, mais on formait immédiatement nos ingénieurs. C'est ainsi que sont apparus les tours DIP 500, DIP 300. DIP signifie que nous allons rattraper et dépasser ce qui a été fait. Et c'est pourquoi tout le monde court partout en demandant « Quand commencerez-vous la production ?» Quand commencerez-vous la production? Je dis jamais. C'est une blague, une blague. Je dis, c'est-à-dire comment? Vous êtes pourtant obligé. Je dis, moi? À qui suis-je redevable? À la patrie? Oui. Aux parents? Oui. Aux enfants? Oui. À vous, à quoi suis-je redevable? Aux investisseurs? Oui. À vous, à quoi sommes-nous redevables? Lisez le nom du projet. Ils lisent, basé sur la technologie, le développement et la mise en place de la production. Ressentez-vous la différence entre la mise en place de la production et la production à grande échelle? C'est quelque peu différent. Qu'est-ce que le développement, en gros? Ce ne sont pas des dessins sur papier, mais une ligne de production sur laquelle un produit spécifique est fabriqué de manière industrielle, mais dans des volumes déterminés. Pourquoi est-il nécessaire de faire cela? Pour que le client, une personne simple, ait beaucoup d'argent et le désir de gagner. Et comme à une époque on a beaucoup trompé avec les nanotechnologies, qu'est-ce que les nanotechnologies? Eh bien, un spécialiste des nanotechnologies a promis que la division Kantemirovskaya serait décomposée en atomes et téléportée puis réassemblée là-bas avec une bombe à hydrogène. Et c'est ainsi que la nanotechnologie a pris son essor. Rappelez-vous l'histoire où un Japonais a envoyé quelque part un atome ou un électron et quelqu'un d'autre a envoyé aussi. Mais en fait, honnêtement, qui a inventé la téléportation? Les Russes. Ils disent « va te faire voir ». Et la personne disparaît en un instant, n'est-ce pas? Téléporté, téléporté, le téléporteur,
Voilà la nanotechnologie. Bien que, en réalité, c'est tout à fait autre chose. Eh bien, ils ont créé des centres de nanotechnologie, ont investi des milliards. Et maintenant, ils se prennent la tête, se demandant ce qu'ils ont fait. Notre tâche est différente. Nous créons des machines électriques, rotatives, asynchrones, basées sur des brevets dont Sovelmash est le propriétaire. Quel est ce moteur? C'est un tel morceau de métal. La machine électrique moderne la plus simple et la plus fiable est l'asynchrone, réalisée selon notre technologie par exemple. La puissance maximale de pointe de ce moteur est faible, ce qui signifie que, en général, il est très efficace. Seulement 60 kW. Ceux qui connaissent les machines électriques savent ce que représente 60 kW. Et notre tâche était de développer les concepts, les idées, et les concepts, les schémas. C'est une chose importante. Mais il fallait développer cette machine et démontrer concrètement ce qu'elle peut vraiment faire. Mais comment le démontrer? Beaucoup disent, montrent dans des vidéos, j'ai branché, allumé, et ensuite regarde, je ne peux même pas l'arrêter avec un bâton. Les unités de mesure, par exemple, un bâton dans le rotor, ça s'appelle, en termes de bâton, bien que nous ayons le système SI, les unités de mesure, il y a aussi l'exactitude et précision de mesure, toutes sortes d'étalonnages, de vérifications et de concepts supplémentaires, etc. Mais croire en un bâton, c'est bien sûr impressionnant. En conséquence, un tel développement apparaît certainement. Un drone basé sur des moteurs avec des enroulements combinés, de manière significative. D'ailleurs, nous avions des prototypes. Il y avait des experts très compétents lors d'un webinaire qui expliquaient que le prototype du quadricoptère à l'exposition était équipé d'une batterie. Ici, nous avons volé avec un câble. Voici ce câble. Le voici, oui, sous le nom de batterie au lithium, composée de cellules, et c'est sur cette batterie qu'il volait. Donc, en fait, il ne faut pas vraiment mentir et inventer. En réalité, en toute honnêteté, en toute sincérité. À la place, il y a maintenant de telles batteries qui sont très avancées technologiquement. En termes d'ampères-heure, ces batteries surpassent en masse de 4 fois moins, ce qui est impressionnant pour leur taille compacte. Eh bien, nous avons fabriqué cette machine avec beaucoup de soin et de précision, en utilisant les meilleures techniques disponibles. Pour la fabriquer, il faut une série d'équipements technologiques tels que des imprimantes 3D, des machines CNC et des logiciels de conception assistés par ordinateur. Et pour que BTEI remplisse efficacement les fonctions de fabrication de prototypes et leurs tests rigoureux, un équipement spécial, comme des bancs d'essai et des simulateurs, est absolument nécessaire. Voilà, pour faire cela. Les premiers prototypes sont réalisés sur un équipement universel. Eh bien, nous nous sommes réunis, nous l'avons fait. Et ensuite, allons-y. Entrons un moment et passons. Pour savoir exactement ce que nous avons fait, il faut disposer de cet équipement à notre disposition. Cet équipement, ce sont essentiellement des bancs d'essai, qui sont essentiels pour la réussite de nos projets. Ici, sur ce banc, il y avait récemment encore un moteur puissant et efficace pour le fameux MOT. Nous déterminions ces paramètres mécaniques et électriques, puissance, régime de rotation, moment de rotation, rendement, tension, perte, tout de manière complète. Pour mesurer tous ces paramètres, il faut un équipement qui soit vraiment similaire. Tout cela, bien sûr, coûte très cher. Donc, soit avec une chaussure, soit avec un bâton. Mais on peut aussi essayer avec une clé à molette ou une clé anglaise. Cela risque de vous arracher les mains. Ces méthodes ne conviennent pas.
De telles unités de mesure ne sont certainement pas acceptées dans le monde. En même temps, il y a beaucoup de personnes très talentueuses qui génèrent de nombreuses bonnes idées et de bonnes solutions techniques. Mais sans cette base, ils n'ont pas la possibilité de vérifier leurs solutions. Et quand on commence à me dire qu'il faut vraiment faire quelque chose dans le garage, faites-le absolument, essayez, montrez. Parce que là-bas, il y a un variateur de fréquence pour l'alimentation. Là-bas, il y a un variateur de fréquence pour alimenter les échantillons de test. Tout cela est très cher, très cher. Mais l'État s'est tourné vers les développeurs de cette manière et a fait ainsi, en effet, certainement. Il dit embrassez, mais vous n'obtiendrez rien. Désolé pour le jeu de mots, mais c'est ainsi. Parce qu'ils ont créé beaucoup de choses. Mais rien. Rien. Nous avons passé 10 ans à Skolkovo avec le projet, et le projet n'a été accepté à Skolkovo que lorsque nous avons eu un étranger dans l'équipe. Avant cela, notre projet était mauvais et inutile. Après que la machine a été testée, le moment vient pour des machines similaires. Qu'est-ce que c'est que cette petite machine ? C'est une machine qui nous permet de déterminer ce que le moteur avec l'hélice donne en combinaison. Quelle hélice est optimale? Quels angles d'attaque? C'est un banc d'essai pour les entraînements, le système de propulsion. Sans ce petit mais essentiel appareil, on peut fabriquer des systèmes de propulsion pour les quadricoptères. Mais c'est difficile. Avant l'apparition de cette petite machine, nous utilisions un appareil légèrement différent. Je vais vous montrer maintenant. Mais cela ne permettait pas de mesurer tous les paramètres, mais l'un des principaux avantages, c'est qu'on peut pratiquement le mettre dans un garage, ce qui est pratique pour le stockage et la protection contre les intempéries, tout en économisant de l'espace à l'extérieur. Le fameux levier d'Archimède, qui disait « Donnez-moi un levier, et je soulèverai la Terre entière », est bien connu. Donc, cet appareil est composé d'une table chargée, une poutre. Voilà, une grue-poutre, avec laquelle nous accrochons le dynamomètre et mesurons comment tout cela exerce une pression. C'est la méthode traditionnelle que nous utilisions autrefois, avant l'apparition de l'équipement moderne et approprié. S'il n'existait pas, eh bien le résultat serait tel quel, c'est-à-dire inchangé et sans amélioration possible. Maintenant, allons découvrir l'équipement sophistiqué et innovant qui nous permet de réaliser des échantillons expérimentaux précis et fiables. Cet équipement est essentiel pour garantir la qualité et l'exactitude des résultats que nous obtenons lors de nos expériences scientifiques. Eh bien, le voici. Allons par ici, probablement. C'est une section de machines-outils de tournage-fraisage. Et voici, nous voyons ici, c'est le bâti du moteur, qui est la structure principale et essentielle de l'appareil, celui que vous avez vu précédemment lors de notre dernière visite. Ces bâtis sont fabriqués avec une attention particulière sur des machines universelles et avec précision. Sur ces machines, nous fabriquions avec une attention particulière les bâtis. Sur ces mêmes machines, nous fabriquions également à l'époque les moyeux pour les vis, avec une grande précision. Tout est absolument parfait, tout va vraiment bien. Un seul problème, le prix est vraiment comme une aile d'avion. Et ces machines-là, ce sont des fraiseuses CNC, utilisées pour usiner des pièces avec une grande précision. Ces machines sont cruciales. Et ici, il y a des tours majestueuses, une section impressionnante. Oui, voilà, la section aussi, on peut clairement voir. Oui, c'est le tournage en cours, qui est vraiment fascinant à observer. Ces machines permettent de réaliser des prototypes, mais leur coût de revient est exorbitant. Parce que pour une seule pièce, on passe énormément de temps à la concevoir, à la planifier et à la réaliser en s'assurant que chaque détail est parfait.
Mais à un certain stade, il est absolument impossible de s'en passer. Pour que ces machines fonctionnent avec une bonne qualité, faites attention. Ici, le sol est divisé en sections, certainement. Les machines sont placées, regroupées selon ces sections, aux frontières, pour que les vibrations ne se transmettent pas et n'affectent pas. En dessous, un grand coussin de sable est installé pour éviter la transmission. Cela n'est pas fait par hasard, c'est fait de manière intentionnelle et méticuleusement pour garantir, afin d'assurer une précision et une qualité qui sont maximales, et par conséquent, le microclimat ici maintient une température stable pour permettre l'application de tolérances de 7-9 afin que les pièces s'ajustent. Parce que si vous fabriquez deux pièces dans des conditions de température différentes qui doivent s'emboîter, elles ne s'ajusteront pas l'une dans l'autre, il faudra les chauffer. En quoi l'équipement, qui est essentiellement nécessaire pour la production en série, qui permettrait d'obtenir un coût de revient minimal, est-il différent à la production en série? Voici pratiquement la même machine, mais un tour. Il est équipé d'un bar feeder. Qu'est-ce qu'un bar feeder? Ici, dans cet endroit particulier, nous procédons à charger la barre de chargement, nous lançons ce programme spécifique, ensuite nous nous apprêtons à effectuer l'entretien ou nous atteler à travailler sur d'autres types de machines et à la sortie de notre processus de fabrication. Qu'avons-nous exactement? Nous avons des électrodes prêtes pour le contrôleur, un dispositif crucial qui va gérer les moteurs du bateau à moteur avec précision et efficacité, assurant ainsi un fonctionnement optimal. Le contrôleur, notre logiciel, puis vient le traitement final, et ensuite nous obtenons des produits finis de manière extrêmement efficace et efficiente à un coût de revient minimal. Mais ce n'est pas tout, car ce ne sont que les électrodes. Seulement les électrodes, en fait, en réalité. Passons à autre chose. Nous passons, et encore nous passons, et encore nous passons, et encore nous passons entre les machines. Dans les armoires, il y a des outils. Dans les armoires, il y a des pièces. Vous voyez, c'est ici, dans cet endroit précis et crucial, que se fait la base du contrôleur, le radiateur, qui est essentiel pour le bon fonctionnement. Parce que nous allons fabriquer le lot expérimental de cette manière, afin de tester et d'évaluer les performances de notre nouvelle approche. Ensuite, regardez, voici le cadre pour le Motiloc. En quoi diffère-t-il de l'autre cadre? Il est allégé. C'est une des options, mais ce n'est pas la version finale. Nous fabriquons cette ébauche de cadre à l'aide d'une machine sophistiquée appelée coupe-tube, qui réalise l'ensemble du processus de manière efficace et précise, automatiquement, avec une intervention humaine minimale et une efficacité remarquable, efficacement. Cette machine MA 3600 est une presse à injection thermoplastique moderne et avancée, qui permet d'installer un moule de manière efficace et précise. Ici, il y a un moule spécialement conçu pour le moulage de la poignée ergonomique de la meuleuse d'angle, assurant une prise en main confortable. Là, pour la meuleuse d'angle, il y a encore, voilà, les moules. Celui-ci est pour le boîtier, qui est essentiel pour protéger les composants internes. C'est fait pour l'installation de la turbine, qui permet de générer la puissance nécessaire. Et voici la matière première, soigneusement sélectionnée pour garantir la durabilité. Cet équipement fonctionne cependant avec une intervention humaine minimale. On charge la trémie. Et ainsi ça fonctionne. Voici l'équipement laser, un dispositif avancé et à la pointe de la technologie. Avec cet équipement laser innovant et spécifiquement conçu, on fabrique des plaques précisément pour des échantillons expérimentaux. Vous voyez la vitesse et par conséquent, le coût de revient en observant attentivement et en analysant chaque détail de manière approfondie. Ensuite, ces plaques, qu'elles soient de métal ou d'un autre matériau, arrivent à l'atelier de manière soigneuse et précise, dans un atelier spécialisé où, par segments minutieusement préparés, on assemble avec précision des paquets de fer stator-rotor qui sont ensuite soigneusement soudés pour garantir une performance optimale. Tout cela est en réalité très laborieux et ne convient que pour des travaux expérimentaux, pour ensuite vérifier en laboratoire et alors, en comprenant clairement que nous avons obtenu le résultat souhaité, on peut engager des dépenses pour l'achat de l'équipement. Parce que l'équipement coûte très cher et les accessoires ne sont pas moins coûteux,
Vraiment? Eh bien, voici le coupe-tube. Ceci est qui fabriquera tout ce métal, qui est un outil essentiel pour le processus de fabrication pour Motiloc. Nous attendons encore la cintreuse, un outil essentiel pour plier les métaux, afin de fabriquer les pattes, qui sont des supports métalliques nécessaires pour la structure. Ensuite, tout cela, une fois assemblé et vérifié, ira dans cette section. C'est la section de soudage, où encore une fois, une personne, un employé, installera toutes les pièces, et le robot effectuera le soudage et l'assemblage. Encore une fois, et avec une participation minimale des personnes, des employés, tout est orienté vers l'augmentation de la productivité du travail et la réduction des coûts de production. Voici ces tambours. C'est en fait de l'acier électrotechnique déjà découpé, pour ne pas le faire au laser, mais de manière appropriée et en fait hautement productive. Nous allons maintenant avancer. Ici, nous installons l'équipement correspondant. Le rouleau d'acier électrotechnique de grande qualité est installé sur cette machine et extrêmement important pour le bon fonctionnement de l'équipement. Ensuite, il est soigneusement et méticuleusement tourné à travers le dispositif d'alimentation et ensuite introduit dans le moule. Juste ici. Et ici, cette presse à manivelle et bielle, à l'aide de l'outillage du moule. Presse. Elle est à 5 opérations. Elle presse immédiatement les plaques du stator et du rotor. Juste. Et à travers ces ouvertures, ici sort le rotor et ici sort le stator fini, toutes les 6 secondes, et ainsi de manière à ce que le processus soit bien compris. Participation humaine. Il charge, puis il continue, car cela fonctionne bien. Sa tâche principale est ensuite de remplacer, ou plutôt de mettre en place une nouvelle bobine à la place de celle qui a déjà été utilisée. Voilà, ensuite. Attention. Ensuite, les rotors sont soigneusement alimentés en énergie électrique et installés avec précision dans l'outillage spécialisé de cette machine complexe. Cette machine s'appelle une machine de moulage sous haute pression d'aluminium. Ici, dans l'outillage, l'aluminium est coulé. On obtient ainsi un rotor à cage d'écureuil prêt. Et il part en traitement, en usinage. Ensuite, à nouveau sur une CNC, où un manipulateur prendra les pièces du bunker pour les mettre en traitement et les retirer également. Il n'y aura pas de personne là-bas. De la même manière, les radiateurs pour meuleuse d'angle seront traités. Un conteneur est placé, la pièce brute est prise du conteneur, mise en place, le perçage est effectué, le filetage est coupé, retiré et le manipulateur traite. Ensuite, dans un souci d'économie. Auparavant, des échantillons expérimentaux étaient, par exemple, coulés sur cette machine. Ici, la ventilation est effectuée et l'air de tous ces processus est dirigé vers des filtres qui le purifient et le renvoient dans la pièce, en particulier. Cela nous permettra de réduire les coûts de chauffage, car tout ce qui sera émis ici sera restitué à l'atelier. Voilà une telle chose. Voici vraiment une machine unique et de très bonne qualité pour nous. C'est une machine pour réaliser une rainure de clavette. Pour que le paquet du rotor du stator tienne sur le bâti, il est essentiellement nécessaire de réaliser une rainure et d'y insérer une clavette, ce qui est important. Sur la clavette, c'est à la fois dans le bâti et dans le paquet lui-même comme un élément essentiel, important et crucial. Mais si dans le bâti on peut le faire avec une fraiseuse, dans la machine on peut l'intégrer lors du moulage, c'est mieux lors de l'usinage, ou bien alors à l'intérieur c'est plus compliqué à réaliser. Ici, s'il vous plaît, on assemble le paquet, on le place, et avec une seule passe, en un cycle, 1 dizaine à 2 dizaines de paquets sont traités. Ici, une personne va travailler, s'efforcer. Par conséquent, il s'avère que nous formons avec vous un atelier assez sale. Ici, une participation minimale des personnes sera requise.
Mais il y a un point. Allons-y. Après avoir fait tout cela, c'est bien sûr bien, et particulièrement intéressant. Mais il faut comprendre en profondeur ce que nous avons fait et les implications importantes de manière détaillée. Et donc ici. Jetons un coup d'œil maintenant. Ici, c'est fermé pour le moment. C'est la section de contrôle qualité qui vérifiera ce que nous avons obtenu en sortie, dans quelques instants. Et pour que le contrôle soit plus complet. Nous achetons et commandons également actuellement en ce moment en Chine une chambre à poussière, en train de, qui nous permettra aussi d'avoir une chambre climatique allant d'environ moins 70 degrés Celsius à plus 150 degrés Celsius, avec une humidité allant jusqu'à environ 98%. Nous allons impitoyablement et de manière exhaustive tester tous nos produits. Pourquoi est-ce nécessaire? C'est nécessaire afin de garantir la qualité et sans compromis. C'est absolument nécessaire pour que nous soyons vraiment sûrs que notre produit résistera de manière très rigoureuse aux tests les plus rigoureux et exigeants possibles. Nous ne vérifions pas seulement le produit, mais aussi exactement ce que nous produirons et ce que nous livrerons aux consommateurs. En haut, nous avons une ligne de montage SMD où des contrôles appropriés seront également effectués et un autre laboratoire, c'est le contrôle d'entrée. La méthode par étincelage selon le spectre permet de déterminer précisément la composition des matériaux qui nous sont fournis. Parce que ceux qui sont liés à la production savent très bien qu'en fait, on peut recevoir un matériau, lancer les processus technologiques et souvent, à la sortie, on a des défauts. Le temps de comprendre, tu as découvert que c'était le matériau, mais tout est déjà perdu. Tu as investi de l'argent, du travail, et il n'y a pas de produit. Et aujourd'hui, dans notre programme, nous avons résolu quelques tâches très intéressantes et extrêmement importantes. Ce sont 3 modèles de meuleuses d'angle qui ont été développés et nous préparons leur production en série et en petite série. Parce qu'ici, on ne peut pas se lancer dans de grandes productions. Et des contrôleurs, ainsi que des moteurs, qui peuvent être utilisés pour l'aviation, entre autres. Ils seront installés chez nous et tout le temps passera. Eh bien, nous avons développé un tel moteur. C'est un analogue du moteur français, avec une chemise d'eau. C'est un prototype de moteur treuil. Nous avons travaillé avec les Biélorusses. Ce sont les développements que nous avons commencés, mais que nous avons suspendus. Voici le prototype du moteur français avec refroidissement par eau. Nous avons commencé à travailler, mais là-bas, je comprends qu'il y avait leurs propres histoires. C'est un prototype du moteur sans réducteur Otis, un treuil d'ascenseur. Nous avons suspendu les travaux pour le moment, mais nous espérons les reprendre à l'avenir. Pour le moment, actuellement. Mais pour montrer, voici le moteur du BTR. C'est en fait industriel. Ce sont les cartes que nous avons réalisées ici avec le montage SMD. Voici le stator de la meuleuse d'angle. Mais sur sa base, on peut fabriquer des moteurs pour diverses applications. Il a un 2P4. Si à 50 Hz, cela fait 1500 tours, alors dans notre meuleuse d'angle, il fait 18 000 tours, 600 Hz. Il tourne, on lui applique 600 Hz, c'est le rotor pour lui. Et pour la production de ces arbres ici, nous attendons l'arrivée d'une machine de forgeage. La machine de forgeage, un équipement industriel avancé, fabrique un arbre à partir d'une barre métallique brute. Ce processus implique plusieurs étapes, notamment la réalisation précise des emplacements pour les roulements et la coupe du filetage. Cette méthode réduit le temps et les coûts de production, diminuant ainsi le coût de revient. Voici les moules pour les thermoplastiques. Ainsi, l'objectif est que le coût de revient de tous les composants ne soit pas supérieur à celui de la Chine, et idéalement encore plus bas. C'est ce que nous visons. Et donc, en fait, le produit du projet n'est pas seulement, en réalité, la production en petite série, mais c'est aussi, en quelque sorte, la ligne de production elle-même. Pourquoi?
Parce que si le client veut établir une production en grande série, qu'il voit le marché, il vient, appuie sur un bouton et obtient le produit. Cela lui convient, il en veut ainsi. Eh bien, nous nous asseyons, nous nous mettons d'accord. S'il ne se manifeste pas, nous le ferons nous-mêmes, puis nous vérifierons, ou bien nous en tirerons profit. Parce que toute innovation, pourquoi fait-on la Silicon Valley? On y lance des projets, sur 100, un seul fonctionne, et il rentabilise tout. Car celui qui introduit un nouveau produit, une nouvelle technologie sur le marché, récolte tous les bénéfices, toute la marge. Ensuite, la concurrence commence, ils commencent à faire du dumping sur les prix. Rappelez-vous combien coûtaient les téléphones portables? On achetait des comme ça, oui. Maintenant, eh bien, on en trouve pour 3000. Oui, quelle est la marge là-dessus? Aucune. Et au début, c'était différent. C'est pourquoi nous sommes maintenant au début du chemin. Car les classes lourdes, les classes super lourdes ne sont pas fabriquées. Les moteurs de vol asynchrone ne sont pas fabriqués. Les contrôleurs, ceux sur lesquels nous travaillons actuellement, sans encodeur, ne sont pas fabriqués. Et tout le charme ne réside pas dans le contrôleur lui-même, mais dans le logiciel, qui est également notre développement. Et de tout cela, nous devons certainement tirer le meilleur parti. Voilà, en résumé, en bref, ce que nous faisons réellement, en réalité. Et si une usine ordinaire peut vraiment produire un type de produit, par exemple une meuleuse d'angle, nous pouvons fabriquer des moteurs de différentes et variées classes de manière efficace et performante. D'autant plus que le moule que Krivoshin montrait sur les bielles, nous changeons l'outillage et fabriquons des segments de stator et de rotor, des moteurs pour les papillons et bien sûr des choses similaires. C'est pourquoi cet équipement est reconfigurable. Et plus nous avons d'équipements technologiques avancés, plus nous avons de possibilités, tant pour le développement que pour la production en série. Merci, suivez le projet. Au revoir.